Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on vous parle régulièrement ici de l'enseignement agricole car il s'y passe de très belles choses au plan pédagogique. Nouvel exemple aujourd'hui avec la ferme école Graines d'Avenir. Elle a été cofondée par Bruno Aymar. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actus sur les écrans qui fait écho au programme de français avec ce saisissant documentaire intitulé Dancing Pina. L'heure de la récré, toujours avec Emma Récré-Diaporama autour du palmarès des World Nature Photography Awards. Et on va faire un peu d'anglais aussi. Et puis rendez-vous avec Sandra Ferreira en fin d'émission, notre nutritionniste et diététicienne. On aura beaucoup parlé agroécologie avant. Et ça tombe bien puisque dans le plateau repas, elle va nous proposer un plateau sans viande et sans poisson. De plus en plus d'enfants le réclament. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Vous sortez les cahiers de texte et vous notez à la date du 13 juin la 3e édition des Journées nationales de l'agriculture. L'année dernière, elles avaient rassemblé près de 250 000 visiteurs autour de plus de 2500 événements. Et c'est une occasion absolument unique de découvrir des dizaines de formations au métier de l'agriculture. Ce sera d'ailleurs le thème de l'édition 2023. Et on va pouvoir notamment visiter à cette occasion la ferme école Graines d'Avenir de Magny-les-Hameaux, c'est dans les Yvelines. Visite anticipée dès aujourd'hui avec un de ses fondateurs, Bruno Aymar. Bonjour. Bonjour Emmanuel. On est ravis de vous accueillir. Avant de créer cette école pas comme les autres à laquelle on va consacrer l'émission, vous étiez directeur de projet dans la conception-réalisation d'usines de traitement d'eau. Comment on passe de cet univers à celui de la formation ? Alors, mon histoire, elle commence encore un peu avant. J'ai grandi au milieu des épicéas et des Montbéliardes. Je viens du Haut-Doubs, pays façonné par le comté et par les métiers du bois. Ouais. Ensuite, une partie de ma famille est dans le paysage. Et donc, j'ai commencé par créer une entreprise dans le paysage. Ah, donc c'est un retour aux sources. Oui, quelque part. Qu'est-ce que vous aviez été faire dans l'eau? Vous étiez devenu ingénieur entre-temps ou que sais-je? En fait, on se rend compte que les enjeux de l'environnement, les enjeux de l'eau, les enjeux de l'alimentation, c'est des enjeux un peu similaires. Moi, ce qui me passionnait, c'était cet aspect multi-acteur. C'est-à-dire que c'est à la fois des enjeux sociétaux, des enjeux économiques et des enjeux environnementaux. Et donc, les métiers de l'agriculture sont justement des enjeux, des métiers où on retrouve tous ces enjeux et où chacun peut y trouver quelque chose de passionnant et réalisé. Et voilà, donc c'est comme ça que... Alors, on a votre lien à la fois avec les questions d'environnement au sens large du thème, le caractère systémique de ces choses-là, votre histoire personnelle, peut-être votre amour à vous pour la nature, j'en sais rien, mais le lien avec l'insertion des jeunes, parce que vous auriez pu faire autre chose. En fait, à un moment donné, après 20 ans de direction de projet, j'ai eu envie de replonger mes racines dans la terre et puis aussi créer un écosystème qui permet à des jeunes de révéler leurs talents. Le Graines d'Avenir dans la partie ferme. Oui, c'est écrit dans le titre. C'est ça, on est persuadé avec David, l'autre cofondateur, que chacun a des talents et par contre, il faut un terreau favorable pour pouvoir les révéler et c'est notamment l'objet de notre ferme école. Alors, ferme école, on apprend quel métier ? Alors, on apprend les métiers autour des fruits et légumes. Et l'objectif, c'est de les former à la production, la transformation et la vente des fruits et légumes. Donc, c'est des métiers variés. Et après, chacun va choisir sa porte d'entrée. L'idée, c'est de ramener les jeunes vers des métiers qui sont parfois méconnus, agricoles ou alors de la vente. Et c'est des métiers pleins d'avenir. Quand vous avez ouvert en 2021, vous aviez anticipé, et dès la première année, je crois que pour vous et pour votre cofondateur, c'était important, ils ont pu récolter. Oui. C'était important que la première génération ne se contente pas de planter les graines pour la suivante. En fait, c'est là où on se rend compte que les métiers agricoles sont liés à la nature, sont liés aux saisons. Et nous, la rentrée, elle se fait en octobre. Ensuite, il y a 4 mois d'hiver et puis il faut attendre l'été prochain pour revoir des beaux fruits et légumes. Ouais, c'est ça. Donc on avait à cœur à ce que les jeunes, en arrivant sur la ferme, aient des fruits et légumes plein les yeux, plein les papilles. Parce que l'hiver c'est long, il fait froid et il faut aussi qu'ils puissent se projeter sur tout ce qu'il va avoir à faire avant d'arriver à cette ferme qu'ils ont pu découvrir, plein de fleurs, plein de tomates, plein d'aubergines, de poivrons, etc. C'est vrai que dans une génération qu'on dit extrêmement pressée, extrêmement zapping, ce rapport au temps, c'est pas rien. Il y a un rapport au temps, il y a un sens des responsabilités. Quand on sème une graine, à un moment donné, pour que ça fasse un légume, il va falloir en prendre soin, l'arroser, vérifier qu'on n'a pas des maladies, l'observer. L'observation compte beaucoup. Et après, aussi, il va falloir en prendre soin. Et puis, quand on commence à prendre soin de la nature, on commence aussi à prendre soin des autres, on commence à prendre soin de soi. Donc, c'est toutes des choses qu'on va essayer de tirer, des fils qu'on va tirer au niveau de l'école. Quand on dit des jeunes, ce sont des jeunes qui ont de 14 à 25 ans, c'est ça ? Oui, notre cœur, 14 à 20 ans, pardon. notre cœur de cible, c'est le 15-18 ans. Ouais. C'est le jeune sorti du collège.
et qui se pose des questions sur son avenir. Et c'est là où entre après le label école de production. Dont on va évidemment parler. Vous dites des jeunes de 14 à 20 ans, quel que soit leur livret scolaire. J'ai vu ça sur votre site. Oui, ce qui compte pour nous, c'est la motivation pour le métier. On veut leur donner une chance. Donc, si vous commencez par leur dire tu as une mauvaise note en je ne sais pas quoi, on est mal pas. Voilà, et c'est pas un bon point de départ. On voit de toute façon que la première année, on passe notre temps à éclairer les lumières, à travailler la motivation, à donner du sens. Et puis ensuite, une fois qu'on a gagné ça, ça déroule. D'un mot, et on va évidemment après parler de la pédagogie que vous mettez en œuvre. Vous avez eu des surprises, vous, qui n'êtes pas issus de ce milieu-là, sur les réactions des jeunes quand ils arrivent, des bonnes surprises, des surprises moins bonnes? Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les jeunes, au départ, la vente, ça leur fait peur. Et en fait, on se rend compte que quand ils ont produit les légumes, qu'ils les vendent, ils en sont fiers. Une fierté. En plus, en termes d'estime de soi, on nourrit son territoire. On va livrer, par exemple, des collèges où ils étaient collégiens avant. Donc, c'est important. Et alors, j'ai appris en vous lisant également qu'on ne livre pas les mêmes tomates à un collège que celles qu'on vend au marché. Non. Parce que les qualités requises pour la cuisine collective ou la cuisine individuelle ne sont pas les mêmes. On va évidemment continuer à en parler. La première école de production, puisque c'est une école de production, elle a été fondée par l'abbé Louis Boisard. C'était à Lyon en 1882. Elle formait des ébénistes et des cordonniers. Il y en a 56 en France aujourd'hui dans plein de domaines. Et c'est une filière qui marche, mais qui reste encore peu connue. On va compenser tout cela avec Bruno Aymar après l'anti-sèche. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Actu au cinéma en ce moment avec ce très beau documentaire intitulé Dancing Pina. Il est consacré à la chorégraphe allemande Pina Bausch et c'est un film qui évoque la transmission de son répertoire à la jeune génération, transmission qui se fait également en classe au lycée puisque Pina Bausch, elle est dans les programmes scolaires. Et oui, notamment en seconde en cours de français. Donc on étudie l'amour, comment dire l'amour, comment déclarer sa flamme. Eh bien on a le choix, soit on récite Ronsard, je suis pour votre amour diversement malade, maintenant plein de froid, maintenant de chaleur. Ou alors, on peut aussi aller voir comment Pina Bausch fait naître l'histoire d'amour entre Orphée et Eurydice, histoire d'amour la plus connue de la mythologie grecque, la plus tragique également, puisqu'Orphée descend jusqu'en enfer pour tenter de ramener Eurydice à la vie, avec la seule condition de ne jamais se retourner avant d'être retourné dans le monde des vivants. Spoiler et alert. Échoue à 2 pas du but et perd sa belle à jamais. Je vous propose de regarder un extrait. Très bel extrait, on était en 2012 à l'Opéra de Paris, Emma. Absolument, Pina Bausch crée ce ballet en 1975 sur la musique de l'opéra de Gluck et on l'a vu, sur scène, chaque personnage est interprété à la fois par un danseur et par un chanteur. Et dans le manuel de français dans lequel j'ai trouvé cette étude de cas du ballet de Pina Bausch, il y a un texte du philosophe Alain Badiou qui lui-même cite Mallarmé, toute la danse n'est que la mystérieuse interprétation sacrée du baiser. On peut donc bien sûr danser l'amour et représenter le couple par la danse. Et Pina Bausch l'a remarquablement exécuté. Et oui, citation pour citation, une de Pina Bausch, danser, danser, sinon nous sommes perdus, c'est ce qu'elle disait. Elle a disparu en 2009, chorégraphe allemande qui était connue notamment pour avoir introduit le concept de danse-théâtre. Absolument, et en cela, elle a révolutionné la danse. Ses chorégraphies deviennent de vrais moments dramaturgiques. On pense aussi à ces grandes embarquées de gestes que font ces danseurs et ces danseuses souvent en même temps. On reconnaît aussi les chorégraphies de Pina Bausch grâce à sa manière très à elle de mettre en avant la femme dans sa danse. Elle aime les robes longues, elle aime les cheveux longs, les longs cheveux détachés, qui à eux seuls font aussi une chorégraphie qui leur est propre au moment où le corps bouge sur scène. Et puis il y avait le principal allié de Pina Bausch finalement, c'était sa troupe. Mais oui, sa troupe, c'est aussi ce qui fait sa renommée. Ces danseurs viennent du monde entier. Beaucoup ont dansé leur vie entière pour Pina Bausch sans jamais la quitter. C'est plus qu'une troupe, il y a un lien vraiment filial entre ces danseurs et elle. Tantôt c'est une mère, tantôt c'est une sœur. Mais encore aujourd'hui, peu de compagnies sont aussi identifiées que la sienne. Après sa mort d'ailleurs, de nombreux danseurs et danseuses ont continué à lui rendre hommage en interprétant ses pièces. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film. Absolument. Et parmi les pièces les plus célèbres, on peut citer Café Muller, sa première grande création qui la rend célèbre d'ailleurs. Seule pièce dans laquelle elle danse elle-même. Il y a aussi l'emblématique Sacre du Printemps, Contact Off, beaucoup d'autres. Une des particularités de Pina Bausch, c'est aussi de créer des pièces en s'imprégnant du lieu
où sa troupe va danser. Elle crée en fait en fonction du lieu et de l'atmosphère où elle danse. Et ça a été merveilleusement réinterprété dans le documentaire Dancing Pina. Si vous allez le voir, vous serez très ému. Vous vouliez finir en faisant à nouveau le lien avec la jeunesse. Il n'y a pas seulement les programmes. Pina Bausch, elle a travaillé avec des lycéens. Et oui, parce que dans la dernière année de sa vie, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc on est en 2009. Pina Bausch a fait travailler des lycéens allemands totalement amateurs. Ils n'étaient jamais montés sur scène sur la chorégraphie de Contact Off. Ce sont des très très jolis moments que vous pouvez retrouver dans un documentaire qui s'appelle Les rêves dansants, un autre documentaire encore. C'est assez émouvant de voir comment la danse crée l'émotion chez de jeunes gens qui sont pas du tout danseurs et de voir comment Pina Bausch arrive à travailler avec eux. Merci beaucoup Emma pour cette anti-sèche et nous on vous recommande vivement d'aller voir Dancing Pina. C'est du testé et approuvé par School TV. Grand oral, on retourne à la campagne, allez en zone périurbaine avec Bruno Emma. On n'est pas tout à fait à la campagne, on est dans les Yvelines. Oui, on est en site périurbain, on est au sud de Versailles. Voilà, à Magny-les-Hameaux. Voilà, et cette ferme école Graines d'Avenir, dont vous êtes un des cofondateurs, c'est donc une école de production. C'est quoi une école de production? 2, pourquoi vous avez choisi cette forme? Alors, une école de production, c'est une troisième voie entre un lycée professionnel et un CFA. En fait, on s'adresse à des jeunes qui ont des difficultés avec le système scolaire classique. Le lycée professionnel, pour eux, est encore un peu trop théorique. Trop cadré, trop théorique, c'est ça. Il y a beaucoup d'heures de cours, exactement. Même si on en met de moins en moins, mais ça fait trop pour eux, c'est ça. Tout à fait. Ils ont envie de vivre le métier, de s'y confronter. Par contre, ils n'ont pas la maturité pour être seuls dans un monde d'adultes. Ils n'ont pas forcément les codes de l'entreprise pour entrer dans un apprentissage classique. Et donc, aujourd'hui, on va leur faire un apprentissage en un unique et même lieu, avec une alternance hebdomadaire de cours théoriques et de pratique. 2 tiers de pratique, 1 tiers de théorie. Et on va essayer aussi de redonner du sens. C'est-à-dire qu'on va créer du lien entre l'histoire, le français. L'histoire, par exemple, les potagers du roi, pour nous, de Versailles. Vous êtes dans un site historique d'ailleurs, hein, c'est une bâtisse du XVe siècle, c'est ça? Oui, on est juste à côté de Port-Royal-des-Champs, qui a aussi un grand passé horticole. Et donc le lien est évident avec l'histoire. Après, il y a la physique. Voilà. D'accord, donc en fait, vous les arnaquez totalement. C'est-à-dire, vous leur dites pas on va faire des maths, vous leur dites si on met tant de graines sur telle surface, à la fin combien on aura de tomates. Et comme ils ont envie de savoir, on donne du ils font sens. des maths sans se rendre compte, c'est ça? Je caricature, hein, bien sûr, mais c'est ça l'idée. Bien sûr, on donne du sens. Après, c'est eux qui ont envie d'apprendre, c'est eux qui sont motivés et qui comprennent pourquoi ils le font. Le principe, c'est aussi faire pour apprendre. C'est le learning by doing, comme on dit en bon français. Exactement. En fait, on va mettre les jeunes en situation réelle de production. Ils se lèvent le matin, ils vont pas dans une école. À quelle heure? Écoutez, ils viennent de loin parfois. On n'a encore pas d'internat, mais on en aura un l'année prochaine. On a des jeunes qui ont 1 heure et demie de transport. Donc, d'où la motivation. Et donc, on va les mettre dans des situations réelles de production. Et le matin, ils se lèvent pour satisfaire de vraies commandes, de vrais clients aux conditions du marché. Par exemple, le mercredi, toute la journée, on fait de la vente directe. Donc, le mardi... Sur le marché? Sur la ferme. Sur la ferme directement, d'accord. Donc c'est ouvert, on peut y aller. Si vous passez par là, vous y allez. Exactement. Et donc les jeunes récoltent, montent l'étal, et puis après donnent des conseils clients, font des animations, comme chez un vrai primeur. Ils font des maths aussi pour vendre, je crois, parce que finalement la valeur d'un étal sur le marché, c'est pas rien. Enfin, si je mets uniquement des pommes de terre à 2,80 et pas de temps en temps des asperges à 15 euros, je pars en euros le kilo, je vais pas rentabiliser mon espace de vente, c'est ça? De toute façon, on a un livre ouvert avec eux. C'est une petite entreprise, donc on fait le débriefing du chiffre d'affaires, on analyse ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Ce qui s'est bien vendu pour optimiser la récolte derrière. Et ensuite, on a aussi des périodes promotionnelles. On va avoir une surproduction de blettes. Par exemple, c'était le cas mercredi dernier. Donc, il y a toute une animation autour des blettes qui sont faites. Il faut trouver des recettes de cuisine, faire des quiz. Voilà, c'est l'intérêt. Les gens à manger des blettes. Oui. Manger des blettes. Voilà. Et c'est la beauté des écoles de production, c'est que du coup, cet aspect économique nous oblige à être dans la réalité économique du métier. On produit pas des légumes pour se faire plaisir. En plus, on les vend au prix du marché, donc le client est exigeant. Ça nous pousse vers l'excellence et ça leur permet de comprendre vraiment le sens économique et d'entreprise. Et les compétences associées derrière, évidemment, puisqu'on est là avant tout pour les former. Vous promettez aussi de révéler les talents, vous l'avez dit d'ailleurs au tout début de l'émission. Ça passe, dites-vous, par des valeurs et des pratiques. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ?
Écoutez, on va travailler le développement personnel. J'ai entendu parler d'art. On est allé, par exemple, visiter le Louvre, les natures mortes. L'idée, c'est aussi de les mettre en valeur, de leur expliquer que tous les jours, ou en tout cas le mercredi, quand ils montent l'étal, en fait, ils font une œuvre d'art. On va travailler aussi, on a un atelier théâtre hebdomadaire. Parce que pour nous, se tenir droit, avoir une bonne élocution, c'est intéressant pour soi, c'est intéressant pour vendre, et en termes de personnel, savoir s'exprimer, être à l'aise. Ça, c'est un point. Ensuite, on va aussi travailler la dynamique de groupe. On va faire du théâtre d'improvisation. Et donc, dans les premières semaines après la rentrée, c'est très important pour lancer la dynamique de groupe. C'est génial. Donc, tout un travail sur le savoir-être qui est absolument, au fond, aussi important que le travail que vous effectuez sur le savoir-faire ou sur les savoirs tout court. Oui, parce qu'on est là pour former des professionnels, mais on est là sur des publics de 15 ans pour former des êtres humains, des citoyens et des jeunes qui s'épanouissent et qui se révèlent aux autres et à eux-mêmes. 5 hectares de terre, dont 4000 m² de serre froide. C'est ici à la ferme école Graines d'Avenir dans les Yvelines que pendant 3 ans, les élèves suivent une formation qui les prépare au métier donc de maraîcher primeur, métier qui seront à l'honneur, les métiers en général, pas seulement celui de maraîcher primeur, mi-juin lors des 3e Journées nationales de l'agriculture. On continue à parler de tout cela avec Bruno Aymar, mais pour l'instant, c'est l'heure de la récré. La nature aussi, il y a une cohérence dans cette émission, c'est extraordinaire. C'est encore meilleur quand c'est pas fait exprès. C'est exactement ça. Parfois les étoiles s'alignent. Emma, on se retrouve donc et vous nous faites découvrir le palmarès des World Nature Photography Awards qui récompense chaque année les plus belles photos de nature dans le monde. Absolument, photos sublimes. On commence avec celle-ci prise au Kenya. Regardez, ce léopard tente d'attraper un animal qui s'est perché dans l'arbre. La photo s'appelle « Attrape-moi si tu peux », logique. Elle a été prise par le Canadien Thomas Vijayan qui a remporté le 2e prix dans la catégorie animal dans son habitat. On continue avec cette photo en noir et blanc que je trouve absolument incroyable, on dirait une peinture. C'est la traversée impressionnante de gnou. Ça se passe toujours au Kenya. C'est presque antique, quoi. Tout à fait. C'est sublime. La photo est prise par le Polonais Artur Stankiewicz qui remporte lui aussi le 2e prix dans la catégorie noir et blanc. Encore 2. Regardez ce hibou qui agrippe un filet. Ça se passe à Singapour et c'est la photographe Partha Roy qui reçoit ce prix dans la catégorie faune urbaine. Et enfin la dernière, ma préférée, qui fait totalement rêver. Regardez comme c'est beau. Ça s'appelle Les étoiles au milieu de la glace. C'est en Islande. Dans un glacier, j'imagine. Exactement. Un homme est suspendu dans le vide à l'intérieur d'un glacier islandais. Donc, photo que l'on doit à un Français, Virgile Reglioni. Alors, il s'agit d'une installation. Il a dû effectivement descendre dans le glacier à 20 mètres de profondeur et il était suspendu avec 30 mètres de vide sous ses pieds. Voilà. Mais le résultat est très beau. Super, on voit tout ça sur Internet, j'imagine. Vous retrouvez tout le palmarès sur Internet. Chouette récré diaporama. Merci beaucoup, Emma. Merci. Bruno Aymar, on reparle de l'avenir avec les graines d'avenir et de comment on devient un être humain. Marier l'agroécologie et la pédagogie de projet, répondre aux défis de l'alimentation durable et à ceux de l'insertion des jeunes, c'était l'idée de Bruno Aymar quand il a créé la ferme école Graines d'Avenir qui est ouverte il y a 2 ans maintenant, c'est ça, un an et demi. 2021, oui. Ouais, voilà. Tout le projet s'inscrit aussi dans une vision durable de l'agriculture et de l'alimentation. Oui, on se veut équilibrer sur les 3 piliers du développement durable, les aspects sociétaux. On a choisi d'être en agriculture biologique, donc sur la santé, sur le lien social aussi. L'aspect économique évident, on produit de la valeur sur la ferme, mais aussi on met à disposition des entreprises, des jeunes formés au métier rapidement opérationnels. Et ensuite, l'aspect environnemental, à travers les services environnementaux que la ferme peut faire, et notre choix d'agriculture. Bruno, vous avez été cadre, vous avez été employeur. J'imagine que vous aviez des équipes à recruter. Vous avez été, maintenant vous êtes formateur. Vous avez dû entendre, comme moi, toute la ritournelle du les jeunes, ils veulent plus travailler, ils font plus rien, ils se lèvent pas le matin. C'est pas ce que vous constatez ? La clé, c'est toujours la même chose, c'est la motivation, c'est donner du sens. Et les métiers dans l'agriculture aujourd'hui donnent du sens. Les enjeux d'aujourd'hui, l'agriculture est au cœur de ces enjeux. Et donc, si on donne du sens à ces jeunes, je pense qu'ils peuvent s'y épanouir et y trouver une motivation pour faire de bons professionnels et pour eux-mêmes s'épanouir dans leur vie d'employé ou peut-être de dirigeants, monter un commerce ou autre.
Métier de la terre, métier avec de plus en plus de technologie à l'intérieur aussi. C'est très en prise avec le numérique. Maintenant, on s'aide énormément de la tech pour cultiver le mieux possible. Et notamment, d'ailleurs, sur les filières durables. Oui, alors pour l'instant, nous, on a fait un petit pas de côté sur ce côté-là. Les jeunes sont souvent très connectés, etc. Il sera plus facile pour eux de monter sur le tracteur que d'en descendre. Et surtout, on souhaite avant tout déjà les reconnecter à la nature. Je vous ai parlé, quand on commence à prendre soin de la nature, on prend soin de son environnement et des autres. Et de soi-même. Et de soi-même. Et puis aussi quand on observe une plante pour savoir si elle va être malade ou pas, quand on crée un écosystème pour faire venir des auxiliaires qui vont permettre de réguler une colonie de ravageurs, et bien quelque part, cette observation, cette connexion, c'est aussi une connexion sur le monde, c'est une connexion sur les autres, et c'est un intérêt pour son environnement. Est-ce que vous êtes confronté à ce à quoi d'autres responsables d'écoles de production sont confrontés? Je cite dans un article du Monde l'un d'entre eux qui était du côté de Vaux-en-Velin et qui disait auparavant les parents ne voulaient pas que leur gamin aille là-dedans, beaucoup de métiers ont mauvaise réputation, etc. C'est des métiers méconnus, c'est des métiers aussi où il y a des préjugés, il y a eu aussi de l'agribashing, voilà. Donc c'est notamment pour ça qu'on souhaite que notre ferme école soit ouverte. On fait des portes ouvertes tous les mercredis après-midi, on participe aux Journées nationales de l'agriculture. Justement, c'est pour promouvoir ces métiers et pour que les gens, le grand public, viennent se rendre compte de ce qui s'y passe, de comment on le pratique, des opportunités à la fois pour des jeunes ou des moins jeunes dans ces métiers. Et quand on a des clients qui viennent, qui voient nos jeunes vendre en chemise blanche, en tablier noir, qui font visiter la ferme, etc., quelque part, ça donne du sens. Et il y a cette reconnexion aussi du grand public sur ces métiers. Il y a une forme de fierté, finalement, aidée aussi peut-être par un discours très favorable à l'apprentissage. J'entends, quand je dis discours politique à la fois, et puis même, aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est bien vu. On a certains jeunes qui ont besoin de se réaliser, qui ont besoin de donner du sens, de toucher du concret. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence plutôt scolaire, l'intelligence plutôt manuelle, l'intelligence émotionnelle. Eux, ils ont besoin de se réaliser. Dans la vente, il y a une certaine intelligence émotionnelle. Et après, une fois qu'ils auront levé ces verrous, cette motivation, parfois, il y a 50% des jeunes qui, après les écoles de production, poursuivent leurs études. Et voilà, on a levé des verrous, on a travaillé la motivation, ils vont continuer un parcours jusqu'à un bac pro, BTS ou un master. Bon, ce n'est pas encore le cas de vos élèves. Et vous, alors, comme directeur d'école, c'est une reconversion, vous avez raconté un jour que c'est quand même suite à un projet sur lequel vous aviez bossé pendant des mois et des mois, puis finalement le projet ne se fait pas. Petit coup de déprime du direct, je ne sais pas quel était votre grade, mais enfin en tout cas du cadre sup bien sûr, d'une grande société de traitement de l'eau. Oui. Et là, oui, mince alors. Quand tout s'arrête du jour au lendemain, vous dites, sur un chantier, vous dites qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Donc on se demande quel sens on veut donner à sa vie. Et j'étais à un tournant. Finalement, vous aussi, vous avez redonné un sens à votre vie en faisant tout ça. C'est pas que les jeunes. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est ça. C'est donner une orientation sur des choses qu'on a pensé, vouloir faire, etc. Et retrouver du sens. D'accord. Et vous aussi, vous mettez un petit peu la main dans la terre. J'essaye. J'aimerais bien beaucoup plus, mais malheureusement, pas autant que je voudrais. Cette émission est extraordinairement bien structurée. Ça doit être l'effet Marine Plantex sur l'émission, puisqu'on a parlé de la nature avec Emma Guessel. Et dans quelques secondes, pour la rubrique Plateau Repas, nous allons... alors on parle évidemment d'alimentation, mais on va également parler d'alimentation sans viande et sans poisson. Donc qu'est-ce qu'on va manger? Des légumes. C'est le jour des légumes. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Légumes tous azimuts aujourd'hui. Oui. Dans le plateau repas, vous êtes, je le rappelle, nutritionniste et diététicienne. On va parler véganisme, flexitarisme, végétarisme, des régimes qui excluent donc la viande de manière plus ou moins définitive et qui sont de plus en plus pratiqués par les Français. Et donc ça a un impact sur les enfants qui suivent aussi, eux, ce type de régime alimentaire. Est-ce que... déjà, peut-être on va commencer, j'ai employé des termes différents. Entre véganisme et végétarisme, on fait la différence, mais si vous vouliez bien redonner un petit point, voilà. Parce qu'on est un peu perdu avec tous ces termes. Ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, on va enlever quand même des produits d'origine animale. Mais flexitarisme, par exemple, c'est quoi la différence entre omnivore et flexitarien? Eh bien, le flexitarien va diminuer globalement sa consommation de produits carnés. C'est un omnivore qui ne mange pas trop de viande, quoi. Voilà, c'est ça, qui fait attention. Globalement, ça, c'est ce qui est le plus répandu en France, d'ailleurs, et c'est pas plus mal pour la santé, soit dit en passant. Ensuite, il y a le végétarisme, on précise bien qu'il y a un R. Lui, il est pratiqué depuis la nuit des
des temps. Hein. Pythagore inventait les mérites, au moins 500 déjà. Hein. C'est important de le savoir. Pas de chair animale. Pas de chair animale, mais on garde tout de même des œufs et des produits laitiers. Donc on enlève juste la chair animale en tant que telle. Les sous-produits, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le végétalisme, voire le véganisme, où là, tout ce qui est d'origine animale est exclu. Et pour le véganisme précisément, il y a aussi les objets de la vie quotidienne. Oui, pas de chaussures en cuir, etc. Exactement, Emmanuel. Je connais l'exemple. Et c'est ces deux derniers régimes dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui pour les enfants, le végétalisme et le véganisme. Ok, donc vraiment deux régimes qui excluent complètement viande et poisson. Et donc, est-ce que suivre ces régimes, c'est pas le risque d'avoir des carences, surtout pour les enfants qui suivent le même régime alimentaire que les parents? Et surtout, quand on commence, on ne sait pas trop comment faire. On rappelle, et vous l'avez justement dit, l'homme est omnivore, donc il mange un peu de tout, fruits, légumes, viande, poisson. Et dans la viande et le poisson, on a des vitamines, des protéines, des acides gras importants. Je vous rassure, ça existe aussi dans les légumes, mais pas dans tous les légumes. Donc si vous ne mangez que des légumes, il va vous manquer de nutriments essentiels. Alors, lesquels? Eh bien, le premier est la vitamine B12. Donc, on a l'impression comme ça que je joue à la bataille navale, mais pas du tout. Touché, coulé. Touché, coulé, voilà. B12, ça sert au fonctionnement du cerveau et voilà, coulé là, vraiment. Fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Et on ne trouve cette vitamine que dans ce qui est d'origine animale. Donc, viande, poisson, crustacés, mollusques, fromage, œufs. Donc, pour les végétariens, finalement, on s'en sort. Mais ça va, parce que je mange des œufs à ce moment-là, ou des produits laitiers. Oui, mais le problème va se poser pour le végétalisme et le véganisme. Et s'il me manque cette vitamine, il se passe quoi? Ça, je vous donne une jolie liste des éventuels symptômes. Fatigue, essoufflement, vertige, palpitations, picotement, engourdissement des pieds et des mains, constipation, perte de mémoire, trouble de l'humeur. On arrête là? Une petite glossite aussi, non? Un gonflement de la langue, la glossite. Si jamais vous êtes végétalien et que vous avez la langue qui gonfle, allez voir votre médecin. De vitamine B12. Ok, mais on peut compenser, j'imagine. On va voir ça après. Oui. Quel est l'autre nutriment qui va manquer alors lorsqu'on ne mange pas? Alors, on pourrait penser des fois les protéines, des fois le fer. Les protéines, non, on s'en sort heureusement parce que dans les légumes secs, on a des protéines. Il y en a, oui, c'est ça, voilà. Heureusement, dans les céréales et les fruits secs. Le fer, c'est un peu plus compliqué. On en trouve heureusement aussi, mais il est moins bien absorbé, le fer végétal, le fameux fer des épinards de Popeye. Ou le dans lesquels il n'y avait pas de fer, si je me souviens bien d'une de vos très chroniques. Très peu de fer, oui, effectivement, une erreur de virgule. Donc, on peut, petite astuce, absorber mieux ce fer végétal en mangeant au cours du repas des aliments riches en vitamine C. Typiquement, le végétarien, le végétalien, lorsqu'il mange des lentilles, va manger un fruit en dessert et ça va être beaucoup plus absorbé. Ça booste la métabolisation de la chose, quoi. Voilà, l'absorption dans le corps. C'est la même chose pour le calcium. Le calcium, d'ailleurs, ça va aider à tout ça. Alors, c'est pour ça, sincèrement, sans vouloir faire peur aux parents, mais un peu quand même, que c'est fortement déconseillé aux femmes enceintes d'être végétaliens. Pas végétarien. Végétarien, on s'en sort. Végétalien ou vegan, les enfants, les adolescents, parce que le calcium, le fer et la B12 sont vraiment très essentiels. Il y a eu des drames avec des bébés qui étaient nourris exclusivement au lait végétal. Quand je dis drame, vous voyez certainement ce que je veux dire, donc c'est important de faire attention à cela. Ok, et ça ne suffit pas de compenser en mangeant de la vitamine B12 qu'on achète en pilule dans les C'est possible, pharmacies. Et c'est là où j'attire votre attention. Consultez bien votre médecin, votre pédiatre pour votre enfant si vous voulez absolument qu'il suive votre mode alimentaire. Il faut être bien suivi, c'est surtout ça. En fait, il ne faut pas y aller n'importe comment. C'est ça. On peut y aller, mais il faut vraiment faire hyper attention. Il faut être suivi pour le végétalisme chez l'enfant. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et puis sinon, on va évidemment acheter des fruits et légumes. Surtout même. Vous faites des fruits d'ailleurs? Alors, on a planté des pommiers et des poiriers, par contre... Regardez, ils sont des réjouis. Nous avons planté les pommiers et les poiriers. Ça prend du temps. Et ouais, c'est ça. Dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans. Formidable. Merci beaucoup. Sandra, merci. Merci de nous avoir accompagnés. On peut visiter tout le temps, en fait, votre ferme. C'est ça, vous êtes ouvert tous les mercredis. Tous les mercredis, on va faire le marché. Oui. Et on en profite pour découvrir comment ça fonctionne. Allez-y, si vous êtes parent, si vous êtes jeune vous-même, si vous cherchez une orientation. C'est un chouette endroit. Et puis, on peut évidemment vous retrouver les 16, 17 et 18 juin prochains, puisque partout en France se tiendra la 3e édition des Journées nationales de l'agriculture. Et que cette année, elles sont placées, ces journées, sous le signe de la découverte et de la diversité des métiers. On était en plein dans le sujet, peut-être qu'on en reparlera en juin d'ailleurs. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, à Laure Audemont pour le maquillage, à Marine Plantec qui fait des émissions hyper cohérentes avec Emma Frari, et elles sont en régie toutes les deux, avec au son Saïd Mamou, et à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV, vous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.